Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la Normandie et on parle tourisme de mémoire. Est-ce que la Normandie est à un moment charnière, puisque les derniers combattants sont en train de disparaître? Est-ce que ça va changer quelque chose? Évidemment, on pense toujours à la force du témoignage et à ce que veut dire la présence corporelle de ces personnes, de ces derniers témoins, et comment ça fait en quelque sorte effet de vrai. Bon, ça c'est incontestable. Mais en même temps, ces témoignages-là sont toujours présents déjà par les vidéos, les enregistrements. Puis par ailleurs, c'est l'un des vecteurs possibles. Et la Normandie a su, depuis maintenant des années et des années, exploiter toutes les possibilités, tous les outils pour faire passer un message à la fois historique et mémoriel. Donc je ne suis absolument pas pessimiste sur ce qui va se passer maintenant dans les années qui viennent. Et est-ce qu'il y a des choses à anticiper sur la transmission aux nouvelles générations par contre? Alors ce qu'il y a à anticiper pour les nouvelles générations, à mon sens, la difficulté majeure, c'est l'inférence des réseaux sociaux. Parce que avec les réseaux sociaux, toute parole égale tout autre. Il y a une sorte de pseudo-démocratie qui fait que quand on prend la parole, on est d'abord dans l'outrance, dans l'insulte, dans le règlement de compte, avant d'être dans l'argument, dans l'analyse, dans le commentaire. Et en même temps, on est ouvert à tout ce qui est thématique complotiste, ce qui est une des caractéristiques de ces réseaux sociaux. Donc là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que, disons que les vecteurs traditionnels de la construction de la mémoire collective, les médias classiques, les journaux, les radios, les télés, les bouquins, les mémoriaux, les politiques, l'enseignement et puis les politiques mémorielles de l'État, enfin tous ces vecteurs-là me semblent s'affaiblir de par ces réseaux sociaux. Alors comment on fait pour accompagner ces réseaux sociaux et accompagner surtout les utilisateurs des réseaux sociaux pour éviter qu'on tombe dans les excès justement? Alors la première chose, c'est une chose simple. Si jamais je vous disais à vous là une insulte antisémite ou une insulte raciste et que vous repreniez exactement tel quel ce que je vais dire. Bon. Je suis mis en examen, mais Ouest France est mise en examen aussi. Parce qu'ils ont été le vecteur d'une insulte antisémite. Si jamais je le fais sur Facebook, d'abord j'ai peu de chances d'avoir des problèmes, peut-être qu'ils vont m'effacer quelques temps et puis je vais réapparaître et je vais peut-être recréer un autre compte, peu importe. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'en revanche le portail, lui, n'aura rien. C'est là où il faut agir. Il faut responsabiliser les responsables de portail. Et réfléchir aussi aux algorithmes qu'ils mettent en marche. Parce qu'actuellement, l'algorithme qu'a développé Facebook fait que les gens se retrouvent entre eux. Les groupes se reconstituent. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, les groupes Gilets jaunes, ça sera les Gilets jaunes. Non seulement parce qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils ont une convergence en quelque sorte, mais aussi parce que l'algorithme favorise ces liens-là. Et ils s'entretiennent dans le rejet des autres, ceux qui ne sont pas dans le groupe en question. Donc là, il faut aussi réfléchir à ce vecteur-là. Et il faut faire, parce que c'est un outil qui peut être exceptionnel, et en plus ouvert sur le monde. Donc il faut en faire un terrain de débat, un terrain de paroles apaisées et non pas de paroles désinhibées. C'est-à-dire que les gens, vous savez, il y a encore quelques années, les gens pouvaient être racistes, mais ils savaient bien qu'il ne fallait pas le dire en public. Eh bien, le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent le dire en public, ils se sentent autorisés à le dire en public. Et ça pose problème.